Bonsoir et bienvenue sur votre émission Tout sur le mariage chrétien. Vous êtes bien sûr sur votre chaîne catholique Lumen Christi TV. Nous sommes ici ce soir pour tout savoir sur le mariage chrétien. Le mariage comme une alliance matrimoniale entre un homme et puis une femme repose sur le consentement comme sur sa matière. Le consentement entre un homme et puis une femme. Toutefois, ce consentement peut être vicié par des faits ou par des attitudes. Nous sommes ici aujourd'hui pour tout savoir sur ces vices-là du consentement. Nous avons comme invité spécial la sœur Julienne Amadi-Pé, que l'on ne présente plus. Sœur Julienne, bonsoir à vous. Bonsoir, révérend. Et merci d'avoir répondu oui à notre invitation Je vous sur en le prie. Christi TV. Merci, mon père. Alors ma sœur, nous voulons tout savoir sur le mariage chrétien. Et nous vous avons fait appel de canoniste, donc spécialiste du droit canonique, spécialiste du mariage, bien sûr. Vous êtes né le 16 février 1977 à Cotonou. Et depuis le 23 août 2004, vous êtes entré dans la famille des sœurs de Saint-Augustin, les sœurs SSA. Et en février 2021, vous avez soutenu votre thèse en Italie, à l'université Polyclinique Saint-Jean du Latran. Vous êtes actuellement au secrétariat de la conférence épiscopale du Bénin. Vous travaillez sur l'accord cadre science de l'État du Bénin puis de l'État du Saint-Siège. Alors, ma soeur, pour commencer, d'abord quoi le consentement comme matière du mariage? Le consentement des parties. On dit souvent que c'est le consentement qui fait le mariage. Oui. Et dans tout engagement, il faut un consentement éclairé, libre et exempt de tout défaut, de toute erreur et de tout vice. Consentement éclairé, Éclairé. libre, Voilà. Donc, exemple de tout défaut, de tout toute erreur Voilà. et de tout vice. Voilà. Ah oui. Donc le mariage, comme tous les autres contrats, ou bien, c'est un choix libre et délibéré. Et la personne qui y va doit être réellement libre en posant cette et en choisissant en âme et en conscience. Alors, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Et donc c'est ce consentement-là, c'est ça qui fait le mariage. Alors ma soeur, au nom des canons qui parlent des vies de consentement, il y a le canon 1099 qui dit que l'erreur sur l'unité du mariage, l'erreur sur l'intimité ne vicie pas ou n'annule pas le consentement. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous pouvez nous relire ce canon-là, le canon 1099? Le canon 1099 dispose que l'erreur concernant l'unité ou l'indissolubilité ou la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial. Qu'est-ce que ça veut dire? En français facile, comme on le dit. En français facile. Oui. Disons que ici, nous sommes en train de parler de l'erreur, mais de l'erreur de droit. Erreur de l'intelligence. Erreur de droit, oui. De l'intelligence. Oui, l'erreur de l'intelligence. Nous avions dit que l'erreur est un acte de l'entendement. Oui. Un acte de l'entendement, alors que le consentement, c'est un acte positif de la volonté. Il faut que la personne veuille la chose qu'elle le veuille librement. Vraiment. Voilà. Et donc, quand on reste dans le domaine de l'erreur, la volonté n'est pas encore engagée. Nous sommes au niveau des idées. Bien Voilà. sûr. Donc, la personne pense une chose, ou c'est sa conception à la légère, disons, de la chose, mais en réalité, il n'engage pas sa propre volonté interne. Ici, par exemple, la première partie dit que l'erreur concernant l'unité ou bien l'indissolubilité ou la dignité sacramentelle ne vicie pas le consentement. Alors, c'est une norme générale que le droit est en train de poser à partir d'un principe traditionnel dans la doctrine canonique, comme ça, tant que la personne reste au niveau des idées. Et qu'ils disent peut-être que, bon, moi, le mariage pour moi, c'est un mariage polygame, c'est ouvert à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, ainsi de suite. Tant qu'il reste au niveau de ces idées, il n'engage pas encore sa volonté. Donc, s'il contracte le mariage, le consentement qu'il a donné serait valide. C'est ce que le droit est en train de dire. Bien que ces propos disent tout le contraire. Tout le contraire. Parce que là, sa volonté n'est pas encore engagée. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie, c'est le principe.
Donc, le principe, c'est que tant que la personne, ce que la personne conçoit, va rester au niveau des idées et de son intelligence, on ne peut pas le lui amputer pour dire que ça vifie le consentement qu'il a donné. Parce que, voyez-vous, le mariage, c'est un droit fondamental pour toute personne. Et ce n'est pas pour les élites. Donc, quelqu'un peut ne pas tout connaître ce qui vraiment englobe le mariage et y aller. On ne peut pas l'empêcher. Alors, la deuxième partie maintenant, c'est le pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté. Alors, donc, ça veut dire qu'il peut arriver que la personne quitte le seuil de l'entendement et rentre au niveau de l'acte positif de la volonté, donc il va déterminer son choix. Donc ce qu'il pense c'est un, maintenant ce qui est en train de passer va rentrer dans son attitude et donc ça va déterminer, l'engager à aller au mariage. C'est seulement à ce niveau-là qu'on pourra dire qu'il y a vice de consentement. Donc c'est la deuxième partie. Donc il y a un principe qui a été posé, il y a une exception qu'on a donnée en même temps à ce principe-là. Donc, au niveau des vices de consentement, on aura toujours ces formes-là. Par exemple, on peut donner une petite illustration pour la première partie. On prend aujourd'hui la jeunesse, et on prend un certain François qui, en rentrant dans la réalité ambiante, pense que non, on ne peut pas aller au mariage sans divorcer. Voilà. Et que le divorce, ce n'est pas fait pour des chiens. Si les deux ne peuvent pas s'entendre, à un moment donné, bon, il fallait bien qu'ils divorcent. Il le pense et puis il le dit ouvertement. Voilà. Avec je veux dire, sa fiancée. Tout à fait, il dit ça au cours des débats, voilà, que lui, c'est sa position. Mais, il aime Mylène, donc sa fiancée. Ils sont partis au mariage et lui, il n'entend pas toucher son mariage et aller au divorce. Non. Son mariage à lui reste intègre parce qu'il est convaincu qu'il aime sa femme et que sa femme aussi l'aime profondément. Et donc, ce qu'il dit là, ça ne rentre pas dans son foyer à lui. Donc, il n'est pas passé à l'acte. Il n'est pas passé à l'acte. Il est resté au niveau, bien sûr, des idées. Des idées, voilà. C'est son raisonnement, c'est son intelligence, c'est de la manière dont il règle le problème. Mais il ne veut pas se l'appliquer. Donc, dans ce cas, nous sommes dans la première partie où on dit que l'erreur concernant l'unité, l'indissolubilité, bien la sacramentalité du lien matrimonial ne vicie pas. Ne vicie pas le mariage. Mais au cas où ce François Griffe, c'est juste un exemple, oui. Au cas où lors des débats avant le mariage, il dit que, bon, que pour lui, le mariage n'exclut pas le fait qu'il voit d'autres femmes en dehors de son foyer et on le connaît comme tenant de tels propos. Et subitement, 2 ans après le mariage, vraiment, on le voit à l'œuvre où il commence pas à sortir avec telle ou telle femme. Là seulement, nous sommes dans la deuxième exception. Là, ça engage, sa volonté est déterminée. Et donc ici, alors, il y aura vice de consentement. Donc ce qu'il pensait, en fait, c'est ce que sa volonté intérieurement... Il a joint l'acte à la parole. Tout à fait. Et dans ce cas, alors, puisque ce qu'il pensait a affecté son entendement, mais ici aussi, ça influence aussi son choix, donc sa volonté, et a déterminé le choix. Dans ce cas d'espèce, nous sommes bien sûr dans un vice de consentement. Voilà. Et ce serait réglé sous le cas de la simulation. Voilà, donc les tribunaux en face de ces cas-là, quand on rentre dans l'exception et que ce que la personne pense à déterminer la volonté, on essaie de régler ça avec le vice de simulation, le chef de nullité de simulation. Donc, il aura simulé le mariage. Voilà. Merci, ma soeur. Tout dans la ligne du consentement matrimonial, ma soeur, le canon qui suit, le canon 1100, dit que l'opinion sur la nullité du mariage n'exclut pas le consentement matrimonial. L'opinion sur la nullité du mariage. Qu'est-ce que ça dit? Comment comprendre ce canon-là? Voilà. Le canon 1100 dit ceci, dispose que la connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial. Nous poursuivons toujours avec les éléments de l'erreur. Il y a encore une trace
de vice de consentement comme l'erreur ici dans ce canon qui essaie de terminer tout ce qui est vice de consentement comme erreur. Nous avions parlé de l'erreur sur la personne, de l'erreur sur une qualité essentielle de la personne. Il y a eu l'erreur de fait, nous avons vu l'erreur de droit. Et ici, maintenant, on nous parle de la connaissance ou bien de l'opinion. Voilà, concernant la nullité, mais qui n'exclut pas nécessairement le consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le législateur pose un principe. Il pose ici un principe et reconnaît avec prudence qu'il y a des situations où la personne a une certitude subjective. Il pense quelque chose, il a une opinion et cette opinion, quoique erronée, demeure toujours comme un acte de l'entendement. On revient encore sur la même chose. Donc, ça demeure au niveau des idées, dans la sphère des idées, tant que cela ne sera pas concrétisé par un acte de volonté, un acte positif de volonté, alors la personne aura pensé ce qu'il pense, mais son opinion ne valide pas le consentement naturel qu'il aurait donné pour aller au mariage. Ce qu'il pense, quoique erroné ou vrai, ça ne viciera pas le consentement qu'il va donner naturellement. Donc ça rejoint plus ou moins le canon précédent. 99. Ici, la différence, ici, c'est quoi? C'est que aussi bien ici, la nullité pouvait advenir si après on voit que le nécessairement saute. Et donc, il joint réellement là ce qu'il pense de cette nullité-là. C'est ça qui est volontairement, il va poser un acte extérieur qui va montrer que réellement ce qu'il dit de son entendement, il joint l'acte à cela. Et dans ce cas, alors, on parlera d'une exclusion, bien d'une simulation du mariage. Alors, parlant d'exclusion, le canon 1101, paragraphe 2, dit que quelqu'un qui exclut le mariage ou qui exclut l'un de ces éléments essentiels est contraint de mariage invalidement. Voilà. Alors, quand parle-t-on d'exclusion du mariage ou de l'exclusion de l'un des éléments essentiels du mariage? Bien. Donc, l'exclusion... Ce canon revient souvent dans les causes de nullité au tribunal. Tout à fait. Je l'ai remarqué. Tout à fait. Partout devant les tribunaux, c'est les cas de simulation d'exclusion. Ce sont les cas majeurs, les chefs majeurs de nullité. À 70%, ce sont eux qu'on invoque. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce que le législateur dit concrètement? Le canon 1101, paragraphe 2, comme vous venez de le dire, dit que si l'une ou l'autre partie, ou bien les deux, par un acte positif de la volonté, exclut le mariage lui-même, ou bien l'un de ses éléments essentiels, ou une de ses propriétés essentielles, contracte invalidement. Souvenez-vous, le premier paragraphe disait qu'il posait une présomption de droit et qu'il doit y avoir une concordance entre les gestes, les paroles et les signes que posent les contractants et avec ce qu'ils ressentent intérieurement. Voilà, donc la volonté interne authentique se joint en l'acte et qu'on ne voit pas en quoi ça ne devait pas être discordant, en désaccord, pardon. Mais il peut arriver que ce que la personne exprime extérieurement, les gestes qu'il pose, ne soient pas en conformité ou bien en concordance avec ce qu'il pense intérieurement. C'est ça le problème que pose le canon 1101, paragraphe 2. Et du coup, dans ce cas, en cas de désaccord entre ce que la personne dit et les gestes qu'il pose et ce qu'il pense intérieurement, nous sommes dans le cas d'un vice de consentement. Et la personne, donc, ce qu'il pose comme consentement est invalide. Voilà le problème qui se pose ici. Donc, le désaccord là, la manifestation externe et la volonté interne, lorsque ce n'est pas en conformité, en concordance, alors ça annule le mariage. Alors, ça annule le mariage sous plusieurs chefs. Ici, le canon parle de l'exclusion ou du mariage lui-même, donc simulation totale, ou bien un de ces éléments ou une de ces propriétés. Rappelons que les propriétés du mariage, c'est
l'unité et l'indissolubilité. Et l'indissolubilité qui dans le mariage catholique, donc entre baptisés, acquiert une solidité particulière. Pour le fait du sacrement. Voilà. Et les éléments essentiels, c'est ce qu'on appelle la finalité du mariage, les fins du mariage. Nous avons le bonum conjugum, donc le bien des époux, le bien des conjoints, et puis la procréation et l'éducation des enfants. Alors, lorsque dans la nature, ici, il faudrait que l'acte de l'exclusion soit posé extérieurement. Ça doit être un acte extérieur. Qu'on voit que la personne a exclu le mariage. Bien. Donc, l'objet ici, c'est quoi? C'est que intérieurement, la personne veut un mariage autre que le mariage qu'il veut et est en train de célébrer. Donc, il vient au mariage religieux, bien n'importe quel mariage qui a déjà, c'est une institution qui est déjà établie. Voilà. Donc, il y a déjà ces éléments constitutifs, de sorte que les contractants n'ont pas quelque chose à apporter dedans. Ils n'ont qu'à prendre ce qu'on leur propose. Mais ici, l'élément fait quoi? Il veut prendre, mais il ajoute ses propres éléments à lui, en rejetant subtilement ce qu'on lui propose, ce que le mariage là même a comme institution. Donc, quelqu'un va exclure l'unité. L'unité ici, c'est la fidélité dans le mariage. Le mariage, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas un homme avec deux femmes ou bien une femme avec deux hommes. Mais qu'est-ce qui va se passer? La personne va faire s'engager dans ce mariage et au même moment, elle sera dans un lien avec quelqu'un. Je donnais un exemple ici où le monsieur avait déjà une compagne avec qui il a eu un enfant. Et entre-temps, bon, il s'engage maintenant avec une autre personne. Et donc, l'autre côté, c'était comme si c'était fini. Mais en réalité, ce n'était pas fini. Donc, la femme qu'il a trouvée maintenant, qui est sa fiancée actuellement, sa famille voudrait qu'il y ait le mariage. Il ne les voit pas se mettre ensemble sans le mariage. Monsieur a dit qu'il est d'accord. Alors, la maman a fait une famille quand même aisée. La future belle-mère riche donne de l'or pour fondre ça et concevoir les alliances. Monsieur a pris les parties, il a fait fondre 3 alliances. Il a fait confectionner 3 alliances. Donc, pour lui, pour la fiancée actuelle, et pour l'autre, la mère de son enfant. Ah oui. Voilà. C'est très vicieux. Vraiment. Vraiment. Et avec une intelligence. Mais, vous avez fait un mariage à 3. Eh bien, un mariage à 3. Et donc, l'autre étant caché, il a fait bénir ça à un prêtre qui n'était pas au courant de rien, ne connaît pas. Donc, ça a été une alliance bénie. Et après le mariage, il a fait porter à sa maîtresse, disons. Donc, quand l'affaire s'est passée, après, ici, il déserte un peu, il revient quand il veut. Et donc, le problème a commencé. On a mis la main là-dessus. Alors, on a compris, ici, là, c'est qu'il n'a jamais contracté le mariage. Il a exclu l'unité du mariage. Et pas sur quoi l'indissolubilité. Et pas sur quoi l'indissolubilité. Il peut, non, ma soeur, mais on peut exclure l'unité et garder l'indissolubilité. C'est-à-dire, je ne renvoie pas ma femme légitime, je la garde, nous sommes unis pour toujours. Mais je lui ajoute voilà, une aide. Mais voilà que ici dans cette institution matrimoniale telle que le présente la législation canonique, il n'y a pas ça, il ne peut pas avoir mariage à 3. Et dès qu'on a exclu l'unité, alors on ne peut que déclarer ce mariage-là. Et en déclarant ce mariage, c'est que la partie est en train de dire, je suis contre aussi l'indissolubilité. Dans sa tête-là, il sait que bon, si je fais ça, bon, on peut nous foutre en l'air, puis je peux aller ailleurs encore. Ouais, donc, c'est un peu l'unité, l'exemple qu'on peut donner pour corroborer un peu l'unité. Oui. Parlez-nous d'une autre exclusion. Et la deuxième exclusion, et on peut parler de l'indissolubilité, par exemple. Ou bien on peut aller aussi à la procréation. Voilà, à la procréation ou bien à l'indissolubilité. Voilà. Donc, quelqu'un qui exclut l'indissolubilité, c'est que la personne ne se sent pas rester dans ce mariage-là perpétuellement. C'est une institution stable, qui est établie de manière stable
perpétuelle et permanente. Mais la personne dit non, moi je ne me sens pas rester là perpétuellement. Donc dès qu'on remet en cause cette permanence de ce lien stable qui est perpétuel, alors on exclut l'indissolubilité. Mais il faut toujours un acte positif de volonté. Il ne faut pas que ça reste au niveau de l'entendement. Quelqu'un qui est ici et qui s'en va doter quelqu'un au dehors. Et puis vous l'apprenez comme ça. Et puis il dit que non, que lui veut s'établir. Parce qu'il n'est pas dit que l'homme reste avec une seule femme. Et que lui là connaît de ses parents qui sont polygames, tout ça là. Lui avait 10 femmes, voilà. 8 femmes. Alors pourquoi on va lui imposer de rester? Alors, mes messieurs, quand vous venez dans ce moment, vous avez dit que ce mariage-là, c'est un mariage indissoluble. Alors, quand le problème-là va surgir, c'est une exclusion. Il a simulé d'abord le mariage et par ce quoi il a exclu l'indissolubilité. Mais ma soeur, cette exclusion est survenue, mais peut-être 5 ans après le mariage. Est-ce que cela remet en cause son consentement donné 5 ans plus tôt? Peut-être au moment où il consentait le mariage, il était sérieux, vraiment, il croyait à l'unité. Mais 5 ans après, il rencontre sa chère Aïnon, voilà, ou bien sa chère Ayaba, et là, il découvre autrement l'amour. Et il tente d'aller goûter pour voir. Est-ce que cela remet en cause son consentement d'il y a 5 ans plus tôt? Révérend Père. Oui, chère sœur. Disons que les choses se tiennent. Oui. Et on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Sans feu. Et quand il fait à ce moment instant T que le problème se pose, il faut remonter très loin. On dit dans nos langues que ce n'est pas là où on a renversé. Et la marchandise? La marchandise qu'on est tombé, on a commencé par tituber quelque part. Oui. Et donc ici n'est que la manifestation voilà, visible de ce que ça a commencé par donner depuis. Alors, qu'est-ce que je m'en vais dire? Quand le couple ou bien l'un des conjoints vient nous voir, après que tout est cassé, qu'il y a problème, nous remontons très loin. Ah oui. Nous remontons très loin. Et dans la mémoire biographique, on leur demande, vous commencez par nous donner récit des faits à partir du jour, le premier jour où vous êtes vus, et que vous vous êtes dit l'un à l'autre, voilà, je suis épris de toi. À partir de là, vous allez commencer. La première rencontre des amoureux. La toute première où les yeux se sont croisés et qu'il y a eu un tic. À partir de là, qu'on va nous raconter l'histoire jusqu'au moment où comment les parents ont accepté et qui a demandé à ce que, qui a proposé premièrement qu'on aille au mariage. Et dans quelles circonstances ou conditions le mariage a été célébré et préparé d'abord et puis après célébré. C'est là, puisque c'est à ce moment que les fondamentaux se posent pour voir est-ce que les jeunes ou bien le futur couple comprend ce vers quoi ils cheminent. Et donc on leur explique, le pasteur qui les a reçus leur explique, leur donne des formations. Prêtre, bien sûr. Voilà, le prêtre, jusqu'à ce que maintenant l'alliance soit scellée. Et après ça, maintenant, les quelques jours qui ont commencé, comment les problèmes ont commencé par surgir. Ça se tient, ça quitte déjà quelque part. Et parce qu'ici, nous n'avons pas le droit de toucher à un lien dont le consentement n'a eu aucun problème. Nous allons regarder les faits et nous allons analyser pour voir à quel moment du consentement le problème a déjà commencé par être décelé et ils n'ont pas su. Et donc ça, c'est dès ce moment que les problèmes ont commencé et puis donc c'est les conséquences visibles de ce qui est arrivé. Donc d'où ce n'est pas les 5 ans là qui ont posé problème, mais c'est maintenant que monsieur pense ça. C'était dans sa tête et peut-être qu'on n'a pas pu toucher. Et les questionnaires du pasteur, le prêtre qui les a accompagnés n'a pas su toucher la chose. La femme aussi n'a pas eu la présence d'esprit. Donc c'est en posant les questions maintenant qu'ils vont tout vous révéler. Alors, peut-on dire que l'adultère est une exclusion du mariage ou d'un des éléments du mariage? Parfois même l'adultère suivi des faits. Ok. L'adultère. Oui. Comme ça. Avec un enfant. Avec un enfant. Au mariage. Au sans enfant n'est pas en droit canonique une cause de nullité du mariage. Mais c'est quand même une exclusion. On en vient. D'accord. Ça peut ne pas être une exclusion. Voyez-vous, l'homme
nous sommes des êtres faibles. Bon. Et donc, il n'est pas rare de trouver dans le foyer un couple bien marié, des hommes qui ont quelques au dehors, qui vont avec une telle femme. Qui ont eu à semer à tout vent. Voilà, au dehors. Et que même des femmes qui quand même tiennent quand même des relations qui n'ont rien à voir et en contradiction, diamétralement opposée avec ceux qui vivent dedans. Quoique ce soit des actes répréhensibles, surtout du point de vue moral, juste à ce moment-là encore, ça n'exclut pas le mariage. Non, ça ne porte pas vraiment atteinte au consentement et valide émis. Voilà. Seulement, si on en arrivait à des cas où la personne vraiment, comme on a dit, établisse des relations stable au dehors. Et puis c'est que non, délibérément, ce n'est pas que bon, j'ai fauté aujourd'hui, pardon, et puis demain reprend encore, pardonne-moi, c'est des fautes graves, mais on demande pardon. Mais il s'est installé dedans. Donc là, alors, on va poser la question si ce n'est pas une exclusion de l'unité. Mais attention, il faut aller chercher les preuves. Et ce n'est pas des choses si faciles à colporter. Et comme vous le savez, nous sommes en droit, ce n'est pas sur des paroles où il dit qu'on annule, le juge va annuler et accorder l'annulité du mariage, toute une enquête préalable et des preuves. Une vraie documentation. Voilà, une vraie documentation pour qu'on en arrive jusqu'à des expertises même. Mais lorsque on y arrive, que vraiment c'est une infidélité, mais qui prend quand même la posture d'une exclusion de l'unité du mariage, seulement à ce niveau, on parlera de simulation du mariage et maintenant on soulèvera la question de l'exclusion implicite ou explicite de l'unité. Voilà. Merci ma soeur. On aurait aimé poursuivre encore, mais le temps à nous parti est achevé. Alors quel est votre mot de fin en quelques secondes? Voilà, quelques secondes, disons que le mariage quand même c'est aux côtés de tous les autres sacrements, une institution très sérieuse et que dans toutes les religions, c'est que l'Église nous offre pour pérenniser nos familles. Et donc, il faut y aller avec beaucoup de liberté, sachant que le consentement doit être libre et éclairé pour que demain, que les couples soient heureux et qui nous donne quand même de bons citoyens, des familles heureuses pour continuer l'œuvre de la création. Merci ma soeur. Alors, chers auditeurs, nous venons de suivre la soeur Julienne Amadikpe, canoniste de son église, qui nous a parlé de quelques vices du consentement et surtout de l'exclusion du mariage ou bien de l'un de ces éléments. Mais d'abord, elle a précisé que l'erreur sur le mariage, pour que l'erreur ne détermine pas la volonté, n'est pas encore et un fait qui puisse annuler ou bien dirimer le mariage. Mais dès qu'on quitte les idées pour passer à la volonté et à l'action, on peut avoir des faits et qui, de par leur nature même, vicient le consentement et partant annulent le mariage. Merci ma soeur pour de tels éclairages. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci déjà pour les autres invitations auxquelles vous direz encore oui sans hésiter. Et à très bientôt pour tout nous dire sur le mariage chrétien. Merci révérend Père. Merci, c'est avec plaisir que nous allons retourner sur le plateau. Merci ma soeur.